Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce premier webinaire de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire consacré aux questions d'égalité femmes-hommes. Notre thème d'aujourd'hui est sur l'engagement des femmes, comment s'engager au féminin, de quelle manière. Nous savons que même si des progrès ont été faits, nous voyons bien quand même que la représentativité des femmes dans les lieux de pouvoir et de décision n'est pas encore celle que l'on aurait pu espérer malgré les politiques volontaristes s'il en est et les quotas. Donc à l'heure actuelle, donc, les femmes sont sous-représentées, mais essentiellement sous-représentées dans les organes de décision et les lieux de pouvoir, tout comme si l'on fait le parallèle avec les salariés, la question du plafond de verre dans les entreprises. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. La commission, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, s'est dotée d'une commission égalité femmes-hommes pour que dans nos structures de l'économie sociale et solidaire, que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, nous puissions valoriser les questions d'égalité femmes-hommes dans nos structures, que ce soit au niveau des salariés, mais également au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous occuper des questions de gouvernance et de lieux de pouvoir et non pas des questions de salariés. Donc la Commission a vraiment souhaité travailler sur ce sujet de l'engagement au féminin pour pouvoir, en fait, et ce que nous allons essayer déjà ce matin, lever des freins, comprendre en fait les mécanismes, les différents freins, que ce soit les freins sociétaux, que ce soit les injonctions que les femmes ont eues depuis toujours, que ce soit les questions d'autocensure aussi qu'elles peuvent avoir. Donc nous allons essayer déjà d'expliquer ces freins et donc comment faire pour pouvoir les lever. La Commission, dans le cadre en amont de ce webinaire, a souhaité lancer un jeu concours donc, au sein des structures de l'économie sociale et solidaire, de manière à ce que nous puissions avoir un visuel et une phrase d'accroche donc, sur ces questions d'engagement. Quand on parle d'engagement, on parle de l'engagement dans toutes les sphères, c'est-à-dire que ce soit l'engagement politique, mais également aussi donc l'engagement associatif ou syndicaliste ou mutualiste, en tout cas tous les types d'engagement. Donc nous avons lancé ce jeu concours et nous avons donc une lauréate qui s'appelle Potentiel, qui est donc, on aura une explication donc avec sa présidente, qui est à la fois associative et coopérative, et en tous les cas, donc c'est Potentiel qui a remporté ce jeu concours, où on a vraiment une accroche. Est-ce que l'on peut avoir les slides suivantes, s'il vous plaît, jusqu'à l'image d'accroche. Donc, Elisabeth Luc, qui est donc responsable de Potentiel, va nous expliquer ce qu'est Potentiel. Et puis nous avons également en webinaire Carole Artero, qui est également donc à Potentiel et qui est donc la personne qui a conçu les visuels et les phrases d'accroche et qui donc nous expliquera ensuite, Carole, ce qui l'a motivé finalement pour répondre à cet appel à concours et cet appel à projet. Alors, là c'est à moi, bonjour. Donc je suis Elisabeth Luc, donc, fondatrice de Potentiel. Alors Potentiel c'est une structure qui existe depuis 2007 et qui s'est engagée très rapidement sur l'entrepreneuriat féminin et sur, nous sommes spécialisés sur l'aide à la création d'entreprises, nous sommes là pour pousser les personnes à entreprendre dans le bon sens, dans tous les sens du terme, donc un sens sociétal et un sens également qui va vers l'équilibre économique. Et donc Potentiel a particulièrement choisi de travailler sur l'entrepreneuriat féminin parce qu'à l'époque où on a été fondé, c'était un sujet qui était un sujet, un enjeu, mais sur lequel il n'était pas trop travaillé. Aujourd'hui encore, on subit encore un paysage économique qui est principalement occupé par les hommes. Après, on n'en veut pas aux garçons, loin de là. Ceci dit, on aurait quand même besoin d'avoir un petit peu plus d'équilibre dans ce paysage et d'amener les femmes à entreprendre et à s'impliquer dans ce paysage et à prendre le pouvoir aussi sur leur vie professionnelle. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça également que Potentiel a souhaité rejoindre la commission égalité hommes-femmes de la CRES pour travailler ces sujets-là.
Pour faire un petit peu bref, Potentiel, donc c'est une structure donc, qui existe depuis 2007, je l'ai dit, qui est installée à Marseille, qui est née à Marseille, qui est également aujourd'hui dans le Vaucluse, qui est là pour accompagner les femmes, donc aller dans le bon sens de la création d'entreprises et de sécuriser leur parcours. Et pour ça, on dispose de plusieurs modalités d'action, parmi lesquelles une coopérative d'entrepreneurs avec un E que nous avons fondée il y a maintenant 2 ans, qui existe depuis mi-2019 et qui est notre façon de travailler sur la gouvernance par les femmes, de travailler donc la prise de pouvoir par les femmes sur leur propre vie professionnelle et via la création d'entreprises. Pour différentes raisons, pour leur équilibre personnel déjà, pour le choix qu'elles font de choisir l'entrepreneuriat et de le montrer, et pour l'exemple qu'elles peuvent donner à des jeunes filles, petites filles demain, en montrant des exemples inspirants et accessibles surtout, parce que n'importe qui peut aller vers la création d'entreprise, il n'y a pas que des gros chefs d'entreprise ou des chefs-feux d'entreprise de grosse envergure. Et là, c'est important que les petits projets également se multiplient. C'est ce qui constitue de toute façon le maillage de notre entrepreneuriat en France comme ailleurs. Et il est important qu'il y ait plus de femmes dans ce paysage-là et de montrer que tout un chacun, toute une chacune, je ne sais pas si ça se dit cette expression-là, puisse aller vers l'entreprise et montre aux petites filles demain qu'on peut se projeter, ça peut être une hypothèse professionnelle pour une femme, quelle qu'elle soit, et qu'à l'école, quand on demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, on puisse dire moi j'aimerais bien créer mon entreprise, parce que j'ai eu des bons exemples et parce que ça m'a donné envie de le faire. Donc c'est pour ça que Potentiel est là. Aujourd'hui on est là parce qu'on a emporté donc, ce concours et on est ravis d'avoir pu gagner ce concours parce que ça nous permet de donner de la visibilité à notre travail. Et on a pu le gagner grâce à Carole Artero, qui est membre bénévole de notre structure, qui a été salariée il y a quelques années de notre structure et qui aujourd'hui en est bénévole, et qui a souhaité réagir sur ce concours et a proposé donc des slogans et des visuels qui permettent aujourd'hui, on l'espère, de rallier quelques femmes à la cause de Femmes et Pouvoir et de s'engager en politique, dans les syndicats, enfin partout où on peut faire avancer le schmilblick et refaire le monde à une image plus équilibrée en termes de genre. Donc voilà, peut-être que je pourrais demander à Carole, voilà, si elle veut bien ouvrir son micro et donc nous expliquer pourquoi elle a réagi. Voilà. Sur cette proposition de concours. J'avais pas mis le micro, donc bonjour à tous, désolée, j'avais pas mis j'étais muette en fait. Donc voilà, en fait, donc j'ai préparé quand même quelques petites choses. Donc en fait, je souhaite de tout cœur que les femmes soient justement représentées. Et quand j'ai vu la campagne du CRES, pour moi c'était un bon moyen de passer à l'action. On peut remercier toutes celles qui sont battues pour nos droits fondamentaux, pour devenir autre que la réduction biologique. Et à la suite de batailles souvent difficiles et longues, nous avons su créer la différence, ce qui a rendu aussi notre innovation sociétaire. Les femmes sont sous-représentées, aussi bien en tant qu'électrices que dans des fonctions dirigeantes, au sein des assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire. Donc, développer et promouvoir les femmes dans les organes de prise de décision, c'est ça qui m'a sensibilisée par rapport à la campagne. Donc en fait, pour les 2 textes en fait, que j'ai pu mettre en visuel, c'est Fédératrice de demain, présentez-vous aujourd'hui. Et également, le deuxième, donc, c'est Être élu, pouvoir s'affirmer au féminin. Donc voilà, ça c'est les deux campagnes qui ont été retenues. Alors je souhaitais en tout cas vous informer qu'il y a un grand rassemblement de l'ONU sur le droit des femmes qui appelle justement au développement du leadership des femmes dans la vie publique. Et en fait, donc, ça commence en mars à Mexico et ça finit en fait en juin-juillet à Paris. Et en fait, le rapport du secrétaire général de l'ONU sensibilise sur la violence à l'égard des femmes dans la vie publique, que ça doit être considérablement éliminé. Et que les gouvernements doivent également renforcer les cadres normatifs juridiques. Il y a des problèmes aussi de financement, par exemple, en fait, ils voudraient donc que les femmes en fait, travaillent plus dans les domaines technologiques, dans le domaine de l'innovation, où quand même les hommes sont plus présents. Et ils aiment bien augmenter les ressources financières accordées au groupe des femmes féministes, les associations communautaires et dirigées par les jeunes, y compris les fonds pour les femmes. Donc,
Ce que je voulais finir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas mal de choses que j'ai préparées, mais en tout cas, encourager les citoyennes à faire le front politique municipal, c'est une bonne façon de s'impliquer et de faire la différence positive dans ce milieu de vie. J'ai aussi noté que les femmes sont peu représentées aussi dans les fédérations sportives, et c'est vrai que le CNO, qui fait partie donc du système, souhaite aussi promouvoir les activités sportives impliquant les femmes, et c'est pour cela qu'il sensibilise les femmes à ne pas se sous-estimer et à se sentir capable d'occuper ces fonctions au comité exécutif. Alors oui, j'en ai là, c'est vrai que j'ai lu, mais c'est pour essayer d'aller plus vite dans ce que j'ai pu en tout cas me renseigner. Voilà. Merci beaucoup Carole, c'est très gentil. Et effectivement, donc la lauréate du jeu concours, donc Carole et Potentiel, donc ont gagné le droit, en tous les cas la possibilité d'avoir un petit peu plus de visibilité, de notoriété pour leur structure, donc pour Potentiel, en termes de communication et notamment aussi dans la parution d'un hebdomadaire local au niveau économique. Merci en tous les cas de votre participation et on peut le dire, le jury a été unanime sur la sélection de votre projet. Merci à la presse pour la commission d'égalité de cette opportunité. Alors, notre matinée va être en 2 séquences. Nous aurons une première séquence avec une table ronde et des témoignages donc, de 3 femmes. Et la deuxième séquence, donc, qui est à mon avis aussi une séquence très attendue, qui est une séquence de coaching avec 2 coachs. Donc, vous pourrez à ce moment-là poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas déjà dès maintenant à poser vos questions sur le chat, de manière à ce que les coachs puissent les avoir et donc pouvoir répondre à vos questions. Mais avant d'engager la table ronde, peut-être slide suivant, voir quelques chiffres. Alors, sachez que le diaporama qui vous est présenté, vous l'aurez sur le site de la presse, donc dans la rubrique donc, Commission, Égalité et Femmes-Hommes. Nous vous donnons donc les sources, voilà, les sources, donc c'est le document officiel du ministère donc, vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les chiffres clés. Il y a une édition annuelle, donc là les chiffres bien évidemment sont de l'édition 2020. L'économie sociale et solidaire et la secrétaire d'État en charge de l'ESS a également souhaité produire donc, un guide qui s'appelle Essentiel donc, pour favoriser donc, l'égalité femmes-hommes dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Slide suivante. Ensuite, nous avons la publication donc, au niveau de la Chambre nationale de l'ESS, les publications également, notamment du Conseil économique, social et environnemental, qui a produit un certain nombre d'études, la dernière étant sur femmes et entrepreneuriat, mais il y avait aussi les forces vives au féminin. Donc, il y a un certain nombre de données que vous pouvez aller rechercher si jamais cela vous est utile. Slide suivante, ce que l'on constate, c'est que dans la politique, eh bien, la place des femmes n'y est pas encore, et que si les femmes sont la moitié des conseils municipaux à peu près, et puis la moitié aussi des conseils régionaux, 48%, et des conseils départementaux, pour autant, quand il s'agit d'être maire, on a déjà beaucoup moins de femmes, et en règle générale, les femmes sont plutôt maires de petites communes que de grandes communes. Idem quand il faut être présidente d'un conseil régional, et encore moins de femmes pour être présidente d'un conseil départemental. Slide suivante. Dans l'entrepreneuriat, on est à peu près aussi dans les mêmes proportions, voire même beaucoup moindres. 27% à peu près des femmes donc, sont entrepreneurs et majoritairement, elles le sont dans des micro-entreprises. Donc on voit aussi également à travers les chiffres que même si on a des chiffres où on pourrait considérer qu'ils sont plutôt bons, si on reprend les politiques, la moitié, donc on est à la parité dans les conseils municipaux par exemple, pour autant quand on accède à des postes à plus de responsabilités, on se retrouve encore avec une forme de plafond de verre également pour les élus. Slide suivante, là c'est dans l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas tout vous commenter, mais on voit également que l'on soit dans le secteur associatif, que l'on soit dans le secteur coopératif ou dans le secteur mutualiste, on voit que là aussi la place des femmes dans les conseils d'administration
peut-être acceptable, ça dépend des structures. En mutualité, il y a moins de femmes dans les conseils d'administration. Pour autant, encore une fois, quand il s'agit d'avoir des présidences, que ce soit des présidences d'associations coopératives ou de mutuelles, il y a très peu de femmes. Alors, dans l'associatif, on retrouve un peu plus de femmes, mais là encore, on est sur les mêmes problèmes genrés, c'est-à-dire qu'on a une majorité de femmes sont présidentes d'associations, de plus petites associations, déjà, donc avec beaucoup moins de bénévoles, beaucoup moins de salariés, mais également aussi plutôt sur certains secteurs que l'on retrouve d'ailleurs dans les métiers et la non-mixité de certains métiers, où c'est plutôt des associations qui sont dans l'écoute, dans l'aide, dans ce que l'on appelle le qui sont présidées par des femmes, mais par contre d'autres associations, les femmes ne président pas la majorité des autres associations. Slide suivante, tout à l'heure Carole parlait du sport. Eh bien, vous voyez que sur 115 fédérations nationales sportives, 14 seulement sont dirigées par des femmes, et là encore on se retrouve sur des fédérations qui sont plutôt des fédérations à connotation, on va le dire comme ça, féminine. Donc slide suivante. Dans les freins, il y a aussi les freins que des femmes elles-mêmes, et on se rend compte, alors il y a des conditionnements aussi, mais que 58% des femmes manquent de confiance en elles, donc ça c'est des chiffres que nous avons de l'ESS, 53% d'entre elles se sentent illégitimes et 72% ont été confrontées aux stéréotypes et à la dévalorisation. Slide suivante, donc on voit bien que dans les freins, ou dans les leviers en tous les cas, la confiance en nous finalement est un élément qui est extrêmement important, tout comme lutter contre les stéréotypes. On ne peut pas non plus faire abstraction des quotas. Personnellement, je suis contre les quotas. Pour autant, on voit bien sur les 20 dernières années, s'il y a eu des évolutions, c'est parce qu'il y a eu des quotas. Si on prend dans les entreprises, par exemple, la loi Copé-Zimmermann a fait qu'il y ait une forme de parité. Pour moi, ce n'est pas la parité c'est 50-50. Mais en tous les cas, la loi Copé-Zimmermann considère la parité 60-40. Et donc, on voit que ce sont ces obligations de quotas. Moi, je suis issue du monde mutualiste. Si les choses ont avancé en mutualité, c'est que certes, on a eu un ou deux présidents nationaux qui ont souhaité vraiment que les femmes aient toutes leur place, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est rentré dans la loi Copé-Zimmermann en fonction du nombre de salariés, et que donc forcément, ça a incité à. Donc, on voit bien qu'il y a en tous les cas un certain nombre de leviers pour que l'on puisse avancer sur ces questions d'engagement au niveau des femmes. Alors, notre première séquence, donc, parce que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, et encore une fois, vous avez les références, nous avons fait exprès pour que vous puissiez retrouver donc, ces différents éléments si cela vous est utile. Donc, notre première séquence, slide suivante, donc c'est une table ronde avec 3 femmes qui sont engagées, chacune dans leur domaine. Donc l'une est engagée en politique, mais également au niveau associatif, une autre qui est engagée dans le syndicalisme, et une troisième qui est engagée dans l'entrepreneuriat. Donc chacune d'entre elles, notre table ronde, elles vont pouvoir témoigner d'un certain nombre d'éléments de leur parcours. Donc nous en avons 2 en plateau et puis une qui est à distance. Donc on va commencer par toi, Monique, parce qu'on va quand même pas changer. Monique Audi, qui est membre de la commission égalité femmes-hommes de la presse. Monique est donc engagée au niveau politique. Elle est conseillère municipale, mais elle a aussi un très très long parcours devant elle ou derrière elle, en tous les cas, d'engagement et de militantisme associatif. Elle préside une association, donc elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais en fait, Monique, j'ai finalement 2 questions pour toi aussi. Tu es mère de 3 enfants, donc je pense que beaucoup de femmes se posent la question comment est-ce que l'on fait pour pouvoir s'engager quand on a des enfants. Donc ça sera intéressant que dans ton parcours, tu puisses nous expliquer comment tu as pu concilier finalement ta vie de famille avec l'ensemble de tes engagements, plus ta vie professionnelle, puisque tu avais une vie professionnelle en dehors de tes engagements militants. Et puis, dans ta bio, tu disais que naturellement, tu étais passé de l'engagement militant à l'engagement politique. Donc, je pense que ce serait aussi très intéressant que tu puisses nous expliquer finalement quel a été ce cheminement et pourquoi c'est si naturel. Ok, merci. Bonjour à toutes et tous.
Alors, comment on fait quand on est maman pour s'engager déjà dans le monde associatif tout en ayant en parallèle effectivement une vie professionnelle à temps plein. Alors je dirais que c'est ce que font toutes les femmes, hein, mais seulement elles ne mettent pas en évidence, elles ne le perçoivent pas et elles considèrent que toute leur capacité d'organisation ne suffiront pas à s'engager. Alors c'est un frein, c'est un des premiers freins qu'il faut lever. Nous sommes toutes capables, et vous êtes toutes capables de vous engager, de vous organiser et de conduire en parallèle, au rythme que vous choisissez, une vie associative, une vie professionnelle et une vie familiale. Je crois que ce frein-là, il faut absolument le déconstruire dès le départ. On a toutes des freins, on pense toutes qu'on ne pourra pas y arriver et on se rend compte qu'au fur et à mesure, pas à pas, on y arrive. Les choses se mettent en place. C'est aussi le hasard de certaines rencontres, la confiance que d'autres femmes vont vous accorder, d'autres hommes aussi, parce qu'on ne construit pas l'égalité femmes-hommes contre les hommes. On construit l'égalité femmes-hommes parce que effectivement le monde est ainsi, 52% de femmes. Donc ça se construit avec, ça se construit pas contre. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important qu'il faut qu'on ait tout à l'esprit. Ça, c'est pour, je dirais, le parcours, comment on s'engage et pourquoi on peut s'engager, pourquoi on a tout le droit de s'engager. On évoquait tout à l'heure, Pascal évoquait les quotas. Alors moi aussi, j'ai évolué là-dessus. Je ne voulais pas être une femme quota. Je trouvais que c'était se réduire à un pourcentage. Et ça me choquait profondément. Mais j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que sans les quotas, on n'aurait pas fait bouger ne serait-ce que le monde au niveau des communes. Le premier engagement, le plus bel engagement, c'est celui qu'on va porter effectivement au service de sa commune, au service des habitants qu'on côtoie tous les jours, avec qui on est allé chercher les enfants à l'école, avec qui on a vu nos enfants faire du foot ou du tennis. C'est tout ça qui construit cette vie, ce ciment citoyen. Et donc ça, c'est important. Voilà pourquoi je disais effectivement, pour répondre à la question de Pascal, que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, parce qu'en fait, c'est un glissement. Cet engagement qu'on met au service des autres, qu'on le porte au niveau associatif, qu'on le porte au niveau politique, qu'on le porte au niveau syndical, c'est le même engagement. C'est-à-dire, c'est la tournure vers les autres. C'est essayer, avec les autres, de construire quelque chose qui améliore la vie de tous. C'est ça l'engagement au départ. Alors après, ça trouve sa source effectivement dans différents parcours, dans différentes réminiscences. Moi, je pensais ce matin en voiture, justement, parce qu'il y avait un petit peu des bouchons. Donc je me disais, mais finalement, oui, les engagements, ils sont formalisés, il y a des présidences, il y a des gouvernances, les choses sont dans les statuts, mais au départ, en fait, ce qui fait chacune d'entre nous, et chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il y a des parcours qui peuvent remonter au collège, et qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, le déclic, il s'est peut-être installé là. Il ne s'est pas fait tout de suite, mais il s'est installé là. Et c'est donc il faut absolument que toutes les femmes se fassent confiance, parce qu'elles sont toutes capables de ça. On parlait tout à l'heure de la vie associative. C'est vrai que les femmes sont beaucoup assignées, alors déjà au métier du care, hein, ça c'est une réalité, et l'année que nous avons traversée et qui se poursuit les met en avant, et c'est une excellente chose. Mais au-delà de ces métiers du care, effectivement, dans ces associations, il se vit également en parallèle autre chose. Il se vit cette volonté de placer les femmes et de leur donner à toutes des moyens pour accéder à des passerelles, pour se développer, pour lutter contre tout ce plafond, effectivement ce plafond de verre qu'évoquait Pascal tout à l'heure, sur lesquels effectivement les femmes pensent, et moi j'aimerais qu'on sorte d'un phénomène qu'on entend beaucoup depuis des années, qui est le syndrome de l'imposteur. Non, les femmes, elles ne sont pas dans une situation d'imposture parce qu'elles vont accéder à des postes à responsabilité dans tous les domaines. Non, c'est leur place, c'est votre place. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui autour de cette table ronde à vous faire passer ces messages.
Merci beaucoup, Monique. Merci bien. Je vais maintenant passer la parole à Aurélie Richer-Rossi, qui a été, alors, vous parlerez de votre parcours vous-même, hein, je vais le raccourcir, qui a été déléguée générale d'un syndicat qui est l'ELISFA, donc qui est un syndicat qui représente les employeurs, les acteurs du lien social et familial. Vous aviez d'ailleurs aussi un mandat donc, à l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on aurait tendance à penser que dans le monde syndical, parce qu'on voit beaucoup de femmes finalement, quand on voit des émissions à la télé ou des reportages, on voit beaucoup de femmes finalement qui sont représentantes syndicales, mais est-ce que cette impression que l'on peut avoir donc d'un syndicalisme plutôt féminisé, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que finalement c'est un leurre? Et est-ce que être une femme dans un syndicat, c'est également compliqué au même titre que dans n'importe quelle autre structure? Donc, alors, peut-être que votre parcours à vous a été un parcours qui finalement a été facile. Tout à l'heure, Monique parlait des opportunités et effectivement, moi-même, j'ai bénéficié d'opportunités parce que des personnes ont été très volontaristes sur la question de la place des femmes dans les structures dans lesquelles j'étais. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je vais avoir une réponse en plusieurs temps. Peut-être une première réponse qui est à mon propre parcours, où pour le coup, j'ai jamais considéré que c'était compliqué d'être une femme dans le milieu syndical, et notamment dans le milieu syndical employeur. Et j'ai même trouvé que parfois c'était même une opportunité que d'être une femme pour pouvoir accéder à certains mandats, parce qu'on est aussi dans une société où on recherche des femmes pour pouvoir s'investir sur un certain nombre de mandats. J'ai toujours eu quelque part l'envie d'agir et j'ai jamais eu le sentiment d'être freinée parce que j'étais une femme. Cependant, c'est vrai que force est de constater que tous les chiffres dont vous avez parlé tout à l'heure, on constate, je pense, la même chose au niveau syndical, que en fait, les présidents de syndicats sont plutôt des hommes, qu'il y a beaucoup d'hommes dans les instances de gouvernance des syndicats et qu'on retrouve en proportion moins de femmes, même si quand on est une femme, on peut aussi y accéder. Donc c'est bien qu'il doit y avoir un certain nombre de freins pour pouvoir peut-être tenir des postes plus à responsabilité au sein des syndicats, qu'on soit dans les syndicats employeurs ou dans les syndicats de salariés. Moi je trouve que bien souvent on réfléchit aux freins, mais on réfléchit peu aux envies quelque part. Et quelque part on va placer les freins avant les envies. Alors que ce qui va nous motiver à pouvoir s'investir, à pouvoir porter un engagement, c'est bien l'envie et c'est bien ce qu'on va trouver au sein de cet engagement. Et du coup, je trouve que finalement, en tant que femme, si on resitue bien ce qu'on va chercher au sein d'un engagement, que ce soit un engagement syndical ou autre, c'est-à-dire peut-être les liens, peut-être les sujets sur lesquels on va travailler, ça peut-être nous permet de passer un certain nombre de freins et d'être en accord avec ses propres limites. Je m'explique par rapport à ça et je vais m'expliquer par rapport à mon propre parcours. J'ai été déléguée générale d'un syndicat employeur, le syndicat ELISFA, qui représente les acteurs du lien social et familial. J'ai porté un certain nombre de mandats au niveau national et puis il y a environ un an, on a décidé avec mon mari de venir vivre dans le sud. Et à ce moment-là, le syndicat pour lequel je travaillais a été d'accord pour que je continue de porter un mandat au sein de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire en région sud. C'était quelque chose de positif pour moi et j'avais cette envie-là parce qu'en fait ça me permettait de rencontrer du monde tout en continuant à travailler sur des sujets qui étaient importants pour moi. La question de l'emploi, la question de la qualité de vie au travail sont des questions qui moi me motivent et du coup sur lesquelles j'avais encore envie de mettre au service d'une organisation ma matière grise peut-être et du coup c'est aussi ce qui me motive et ce qui nous permet de nous organiser au niveau personnel pour pouvoir porter cet engagement-là et pour pouvoir lever quelque chose qui peut nous paraître compliqué quand on ne regarde que l'organisation que cela va devoir nécessiter. Je pense que dans l'engagement que je peux avoir, il y a toujours la question de ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire
quelle organisation ça nécessite en parallèle, notamment dans ma vie personnelle. J'ai deux enfants, plutôt en bas âge, donc il faut organiser tout ça. Et sur quoi je suis prête à mettre en priorité 1 mon engagement syndical, en priorité 1 mon engagement familial, et du coup sur quoi j'ai envie quelque part de faire bouger les choses. C'est sûr que prendre un mandat par exemple de président d'une organisation, ça nécessite du temps de l'organisation personnelle, et des fois on n'a pas tout simplement envie quelque part de prendre du temps sur sa vie personnelle pour l'investir dans sa vie d'engagement en fait, ou sa vie professionnelle aussi dans certains cas. Et je pense que c'est vraiment toujours avoir en tête ces équilibres-là qui est quelque chose d'important et qui permet de bien valider qu'on a envie d'aller dans la direction en termes d'engagement qu'on veut avoir, ou que non, c'est peut-être pas si important que ça parce que d'autres choses sont plus importantes. Mais j'ai jamais vécu un frein lié à la question du sexe en fait, et à la question de je ne peux pas accéder à un certain nombre de choses parce que je suis une femme, mais plutôt parce que je me suis mis moi-même des propres freins sur un certain nombre de choses. Mais dans les organisations auxquelles j'ai participé, j'ai jamais vraiment vécu le fait d'être une femme comme étant un frein dans mon évolution dans les organisations. Pour autant, je suis pour les quotas, parce que je pense que c'est ça qui fait évoluer les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on se met en action dans une organisation, parce qu'on se fixe des obligations. Et que du coup, la question d'aller chercher des femmes, bien souvent dans les organisations, notamment syndicales, on va se dire oui, mais des femmes, finalement, il n'y en a pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour trouver des femmes, ou je sais pas quoi. Mais en fait, la question ne se la pose plus de la même manière quand c'est une obligation. Quand on dit qu'il y a, par exemple, 50% de femmes qui doivent être présentes dans le conseil d'administration ou dans le bureau d'une organisation, quand c'est une obligation, on le fait. Et on fait naturellement des démarches en termes de communication, des démarches pour aller chercher des femmes dans notre réseau proche, etc., pour les amener à quelque chose. Et du coup, c'est dans ce sens-là que je suis pour les quotas, parce que je pense que sans quotas, ça reste un souhait que, quelque part, la plupart d'entre nous peuvent avoir, qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, mais que le passage à l'acte et la priorité qu'on donne au sein de l'organisation sur cette question-là n'est pas du tout la même quand on fixe une obligation par rapport à ça et quand on se fixe une obligation par rapport à ça. Et je pense aussi qu'en termes de communication, on ne véhicule pas la même chose quand quelque part on se dit être par exemple une organisation employeur qui a mis en place un certain nombre d'obligations pour pouvoir faire en sorte que les femmes accèdent aux instances type conseil d'administration, type bureau, que quand on n'a pas une démarche vraiment proactive sur cette question. Très bien, je vous remercie, c'était très, très intéressant, très riche. C'est vrai qu'en complément, on peut dire que effectivement l'Union, en tout cas l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, a signé un accord sur un accord égalité femmes-hommes depuis déjà de nombreuses années, tous les syndicats, donc ce qui est quand même aussi ce qui est assez rare malgré tout dans le monde du travail. Pour mémoire, il me semble que ça devait être en 2014, peut-être à peu près dans ces années-là. Et c'est un sujet égalité femmes-hommes qui est un vrai sujet au niveau des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et d'autant plus, en tout cas l'UDES s'est aussi doté d'un guide pour aider l'ensemble de ces structures à essayer donc de mettre en place des accords égalité au sein des propres structures. Alors il faut savoir, je vais aller très vite sur ce sujet, mais que l'ESS, ça représente des très très grosses entreprises, puisqu'on parlait de coopératives, donc vous avez des coopératives bancaires ou des coopératives, je ne veux pas leur faire, dans l'alimentaire sans faire de pub, mais bon, Leclerc, Super U, Système U, sont des coopératives qui sont très bien structurées, et on a aussi donc des associations qui sont des associations où parfois il n'y a que des bénévoles, donc pas de salariés, mais quand il y a quelques salariés ou en tout cas des petites structures, il est important aussi de pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent mettre en place ces accords égalité. Donc effectivement, vous êtes dans un domaine où de toute façon il y a une sensibilité à ces questions-là qui est peut-être, en tout cas qui a été anticipée par rapport à la société en règle générale. Je vais maintenant passer la parole à Madame Nadia Elouardi Vegas,
qui elle est une entrepreneure engagée. Elle dirige donc une société qui s'appelle Silvers at Home sur Nice. Elle est également membre des femmes chefs d'entreprise et il sera très intéressant d'avoir votre témoignage, Nadia, sur la question effectivement entrepreneuriale. Toutes les femmes peuvent avoir peur finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vous qui êtes entrepreneur, quelles ont été finalement vos motivations, quels ont été vos doutes? On sait qu'il peut y avoir aussi quelques freins à l'entrepreneuriat, et notamment sur les questions bancaires, où on sait que les banques ont plus de difficultés, en tous les cas, à prêter aux femmes qu'aux hommes. Sur la question de l'entrepreneuriat, je vous renvoie également au document que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été produit par le Conseil économique, social et environnemental, sur femmes et entrepreneuriat. Il y avait déjà eu une version, d'ailleurs, dans les années 2009, quelque chose comme ça, donc ça a été réactualisé. Donc Nadia, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et puis de vos motivations en tant que chef d'entreprise? On a un petit souci. On a un petit souci. Puisque Sabrina qui était connectée, vous avez un partage d'écran et elle a pris la main sur ce que nous faisons. Alors on a une personne connectée qui a pris la main en faisant un partage d'écran. Sabrina, c'est ça tu dis? Ouais, est-ce que Sabrina pourrait enlever son partage d'écran pour que nous puissions donner la parole à Nadia? En attendant, ce que je trouve aussi très intéressant dans ce que vous avez dit toutes les deux, c'est que tout est possible, qu'il ne faut pas qu'on se mette de frein et que l'autocensure est vraiment quelque chose d'important. On a parlé des quotas et de cette nécessité pour que finalement, même si la société a envie que les femmes aient leur place, il faut leur laisser la place et ça c'est un autre sujet aussi, c'est pas toujours évident. Mais en tous les cas, sur cette question d'envie et sur le fait qu'en fait, les limites, c'était aussi nos propres limites, nos aspirations. Je trouve que c'est vraiment très important de pouvoir dire qu'on s'organise de manière à ce que nous puissions suivre nos propres aspirations et de conciliation entre notre vie familiale, les enfants, notre mari, mais bon, c'est surtout, en tout cas en termes d'organisation, c'est surtout par rapport aux enfants. Donc notre vie familiale, notre vie professionnelle et notre vie militante. C'est bon, c'est rétabli. Donc Nadia, vous avez la parole. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je disais que je rejoignais Aurélie et Monique et vous, Pascal, sur ce qui, à mon avis, représente le principal frein à l'engagement des femmes d'une manière générale et particulièrement dans l'entreprise. Et moi, je n'ai pas identifié que ce soit le fait de ne pas oser. Moi, je suis entourée effectivement au sein de ce réseau des femmes chefs d'entreprise et de manière plus générale par des femmes qui osent. À mon sens, la plus grande difficulté, et on trouve des façons de s'organiser, c'est effectivement d'associer la vie familiale à la vie professionnelle. Et c'est vrai que quand on est dans des réunions, je dirais plus générales, c'est une des questions que, par exemple, les hommes entrepreneurs ne se posent pas beaucoup, en fait. Donc ça reste quand même une vraie particularité et spécificité des femmes, à mon avis. Et c'est la fameuse, entre guillemets, culpabilité, à savoir à un moment donné quelle est la place que l'on laisse à sa vie familiale et en particulier à ses enfants. Et alors moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de donner effectivement la priorité à ma vie de famille, à ma vie de maman en particulier, tout en du coup élargissant la vie professionnelle à des moments, à des temps de soirée, à des temps de week-end où je peux élargir mon temps de travail et c'est une des façons de s'organiser. Alors si je reviens un peu sur mon parcours, pourquoi moi j'ai créé mon entreprise à un moment donné de ma vie, après 20 ans de salariat dans des fonctions marketing et développement à Paris, j'ai eu besoin de donner, autour de la quarantaine, comme souvent c'est un peu ce passé, on se pose un certain nombre de questions, de donner plus de sens à ma vie, de donner plus de sens à ma vie à la fois personnelle et aussi professionnelle.
Il se trouve que moi, au niveau professionnel, il y avait une problématique, un enjeu sociétal qui me touchait à titre personnel. C'était donc l'accompagnement des seniors dans leur habitat après leur retraite. Ça me touchait personnellement et j'avais identifié qu'il y avait effectivement beaucoup de manques dans les solutions et dans les services apportés autour de ce moment de la vie qui, moi, me paraissait essentiel, à la fois pour, en l'occurrence, mes proches, ma maman, et puis moi-même dans mon futur. Et donc, ça a été une des raisons la raison essentielle même pour laquelle j'étais. Et puis également parce que, à titre personnel, j'avais au cours de ces 40 ans envie d'une qualité de vie différente. Et c'est comme ça, comme on dit, donc, que je me suis, comme Monique, je crois, je me suis retrouvée à Nice pour donner un nouvel élan, une nouvelle vie à ma vie professionnelle et à ma vie personnelle. Donc les motivations ont été effectivement de donner du sens à ma vie pour la création de la société. Après, allô ? Oui, excusez-moi, ça a coupé. Après, Pascal, vous disiez effectivement quelles sont les difficultés recensées, identifiées. Alors, bien comme pour les hommes, je dirais la complexité, quand même, encore aujourd'hui en France, et parfois le coût à monter une entreprise qui reste réelle. Et si on s'entoure bien, ce sont des difficultés que l'on passe. L'autre difficulté, ça a été dans le développement de la société, effectivement, au besoin de lever de fonds pour financer le développement de la société. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie difficulté en fait, à pouvoir, en tant que société en création, en développement, et visiblement dirigée par une femme, pour trouver des financements, je dirais aussi facilement que certaines sociétés que je voyais autour de moi, globalement à peu près dans les mêmes critères pouvaient obtenir. Alors c'est certainement lié à un certain nombre de critères qui sont personnels, et quand on rapporte cela aux chiffres clés, cela paraît plus clair. Aujourd'hui en France, globalement ça peut être un petit peu augmenté, mais simplement 10% des financements et des levées de fonds sont exercés par des entreprises dirigées par des femmes, ce qui fait peu. D'autant plus que l'on sait que 5 ans après, à contrario, ce sont plutôt donc, en majorité des sociétés qui sont dirigées par des femmes qui obtiennent des levées de fonds importantes, parce qu'on se rend compte que la rentabilité des sociétés dirigées par les femmes sont parfois meilleures que celles gérées par les hommes. Donc on voit bien qu'il peut y avoir effectivement des difficultés particulières, des freins particuliers à la direction, à la gestion des entreprises créées par des femmes. Et c'est pas souvent parce que les femmes n'osent pas, c'est aussi parfois par l'effet miroir qui est renvoyé par la société ou par certains cercles de décision. En l'occurrence, les cercles de décision sur les financements sont souvent gérés par des hommes, ce qui est peut-être, et là aussi j'émets des hypothèses. Voilà. Alors si je peux donner des conseils à celles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat féminin, Pascal, ce serait d'abord peut-être effectivement et sûrement de croire en soi, de donner du sens à ce que l'on fait, parce que c'est très important, comme vous le disiez Aurélie, à un moment donné il y a des freins, parce que dans la vie il y a souvent des freins aux choses, aux actions que l'on met en place. Ce qui est important, c'est d'avoir sa lumière, son soleil, et c'est représenté souvent par ce que l'on donne comme sens à son action. Moi, ce qui me porte tous les jours, c'est le sentiment d'agir pour le bien général, en l'occurrence dans les solutions que l'on propose. Et le bien général est souvent aussi lié fait miroir à son bien-être personnel, à son bien-être familial. Donc c'est aussi très important. Ensuite, c'est de s'entourer d'une équipe de gens à la fois solidaires, bienveillants, dans l'entraide,
mais également compétent. Et c'est important d'être au quotidien entouré d'une équipe sur laquelle on peut s'appuyer, parce que la vie quotidienne d'une femme chef d'entreprise est parfois faite de doutes, de questionnements, et de pouvoir s'appuyer sur son équipe, c'est important. Et puis aussi de pouvoir s'appuyer sur des réseaux. Et on a la chance, en France, il y a des réseaux féminins d'entraide qui sont importants. En l'occurrence, moi, je suis dans deux réseaux différents. D'abord, le réseau des femmes chefs d'entreprise, donc avec une délégation à Nice qui représente une cinquantaine de femmes, qui d'ailleurs organise un congrès national sur le sens dans l'entreprise en octobre prochain à Nice. Donc, je vous invite à vous rapprocher des réseaux sociaux et du réseau des femmes chefs d'entreprise qui est présent sur toute la France, qui a 2000 femmes chefs d'entreprise et même dans le monde, puisqu'il y a 70 pays où présentent les femmes chefs d'entreprise. Donc, ça sera un formidable congrès autour de ces thèmes qui sont essentiels, comme je viens de l'évoquer. Et puis, surtout, qui sont là à la fois, c'est important, Pascal, vous le disiez, pour aller prendre des mandats dans les instances, l'URSSAF, l'UDOM, la CCI, pour exercer notre particularité, notre valeur ajoutée en tant que femme chef d'entreprise, à la fois dans la société et dans l'engagement entrepreneurial. Et puis, c'est aussi un réseau de bienveillance et d'entraide, de partage sur les problématiques quotidiennes des chefs d'entreprise. Et puis, on a aussi la chance d'avoir, par exemple, moi je suis adhérente du réseau les Premières, et en particulier les Premières Sud, et là on est plus dans l'accompagnement quotidien sur sa pratique entrepreneuriale, et c'est aussi donc important d'être entouré, de se faire accompagner par des structures de femmes chefs d'entreprise ou de structures d'accompagnement pour l'entrepreneuriat. Voilà, Pascal, ce que je pourrais dire sur ce qui me paraît être important pour s'engager, quelles sont les motivations et peut-être aussi les conseils et les astuces pour mener sa vie de femme chef d'entreprise d'une manière à peu près équilibrée. Merci beaucoup Nadia, merci vraiment. Nous allons prendre quelques questions. Il y a des questions. J'en avais moi à vous poser à toutes les trois, mais je pense qu'il faut privilégier donc les questions des internautes en fait. Et donc j'en profite d'ailleurs pour remercier à la réalisation et Bruno et Claude qui sont là tous les deux. C'est grâce à eux si on arrive à faire ce webinaire dans de très bonnes conditions sur le plan technique. Donc Claude, est-ce que tu peux nous faire une sélection, enfin une ou deux questions? Oui, il y en a deux, dont une qui sera une information sur laquelle on va pouvoir rebondir. Donc la première, c'est: est-il plus facile de porter un engagement féminin à Paris ou en Provence? Donc y a-t-il plus d'opportunités à Paris? C'est de la part d'Hélène. Alors Paris, du coup on en a deux qui viennent de Paris. On a, je vais d'abord donner la parole à Aurélie et puis Nadia, vous donnerez quand même votre avis après derrière. Moi, je pense pas. De la même manière que quelque part, je me pose pas la question de savoir si je suis un homme ou une femme. Je pense que je me pose pas la question de savoir si je suis à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Et que, encore une fois, soit mon expérience ne m'a pas confrontée à ces difficultés-là, soit elle n'existe pas réellement, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression que ce qui compte c'est sa propre envie d'agir. Au sein de l'UDES PACA, moi j'ai eu un très bon accueil et du coup j'ai pas eu le sentiment que c'était plus compliqué qu'à Paris, ou en tout cas j'ai vraiment pas eu cette sensation-là. Merci. Nadia? Alors moi je ferai une réponse en deux axes. Effectivement, dans sa pratique quotidienne, pour pratiquer son métier d'entrepreneur, et Aurélie, je suis assez d'accord, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de différence, on la pratique de la même manière à Paris ou en Provence, à Nice ou à Marseille. En revanche, moi, mon expérience a été de vérifier qu'en termes de financement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a été impossible pour moi de trouver des investisseurs sur PACA. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Alors est-ce un problème sur le secteur d'activité? On était un peu précurseur à l'époque? Est-ce d'autres raisons? Je ne saurais le dire. En tout cas, moi, les deux investisseurs que j'ai trouvés, ce
ça a été à Paris. J'ai dû aller rechercher dans mon réseau parisien des investisseurs pour nous accompagner dans le développement de la société. Donc moi je dirais en partie oui. Très bien, merci. Claude, tu as une deuxième question. Je précise aussi que Claude est membre de la commission égalité femmes-hommes de la CRES. Donc c'est une commission qui est mixte, donc je tenais aussi à le préciser. C'est important, voilà. Nous ne sommes pas que entre femmes. Vas-y Claude. Là c'est une information qui permet de rebondir sur la partie financement là, de Carole qui nous dit que l'ONU Femmes a pour objectif de doubler le taux de croissance annuel des financements pour les groupes de femmes et les associations communautaires. Donc, eh bien, c'est une très bonne information. Après, j'aurais aussi tendance à dire sur la question des financements, normalement, dans les entreprises de l'ESS, je pense aux banques de l'ESS, elles devraient être un petit peu plus sensibilisées à ces questions-là. Mais là, pour le coup, ce sera à voir. Mais en tout cas, très intéressant sur la question de l'information par rapport à l'ONU et ONU Femmes. ONU Femmes, d'ailleurs, qui est un organisme qui est très actif et qui fait énormément de choses. De toute façon, il y a beaucoup d'organismes et d'associations actives. Mais en tous les cas, ONU Femmes, c'est vraiment aussi une référence en la matière, quoi. Donc, eh bien, écoutez, est-ce que tu as une autre question quand même, Claude, il y en aurait une, c'est est-ce que la question des quotas se pose-t-elle à Nadia en tant que dirigeante? Ah, eh bien Nadia, une question pour vous? Je n'ai pas entendu, excusez-moi Claude. Alors, est-ce que la question des quotas se pose pour toi en tant que dirigeante? Alors, pas en tant que dirigeante, mais en tant que femme citoyenne. Moi, je suis plutôt favorable aux quotas, parce que je pense que les choses évoluent quand malheureusement il y a des quotas et des quotas affinés. Vous le disiez, Pascal, tout à l'heure, 50% je crois de maires, mais plutôt dans les conseils municipaux, dans les petites communes. Je pense qu'il faut des quotas affinés, ça nous permettra. C'est pas l'idéal, je ne pense pas que ce soit l'idéal, mais je pense que c'est nécessaire pour faire une bascule. Et quand le moment de la bascule sera terminé, revenons à une vie sans quota peut-être, mais je pense que c'est important. Et moi, après le financement au sein de notre réseau des femmes sur l'entreprise, moi j'ai impulsé là dernièrement pour que l'on travaille sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Il est encore pas très élevé, je n'ai plus le chiffre en tête, Pascal, j'ai vu que vous avez passé des slides tout à l'heure sur les chiffres clés. Il n'est pas encore assez, même s'il y a eu une avancée, nette. Voilà, par exemple, il me semblerait assez normal qu'il y ait des quotas dans les conseils d'administration des entreprises en France, par exemple. Oui, d'autant que le quota, dans ce que je parlais tout à l'heure, c'est la loi Copé-Zimmermann, c'est pour des entreprises au-dessus d'un certain nombre de salariés, c'est-à-dire que bon nombre d'entreprises ne sont pas touchées par cette loi. Donc effectivement, ça devrait être un principe général. Mais là encore, même si on est donc sur une loi 60-40, il faut savoir que, enfin, si on prend les grandes entreprises et le CAC 40, vous comptez le nombre d'entreprises qui sont dirigées par une femme. Entreprise du CAC 40, il n'y en a qu'une. Voilà, donc c'est vite vu. En tous les cas, ce que je souhaitais, c'était vous remercier toutes les trois. Vraiment, vos témoignages ont été très complémentaires et très intéressants et très riches pour nous. Merci aussi pour vos questions. Nous réfléchirons après avec la commission parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc, comment est-ce que nous pourrons faire pour pouvoir répondre aux différentes questions et pas vous laisser comme ça avec des questions sans réponse. C'est toujours très très désagréable. Donc, nous verrons quels moyens nous pourrons faire et vous tiendrons informés. Mais en tous les cas, merci à vous trois, vraiment très sincèrement, d'être venus témoigner aujourd'hui. Et nous allons donc passer à la deuxième partie de notre matinée qui est donc cette partie coaching pour lever les freins donc à l'engagement. Donc nous avons Anne-Gaëlle Baucher qui a fondé Alter Ego en 2012 pour accompagner les organisations donc à mieux prendre en compte l'égalité professionnelle et à construire donc une culture non sexiste au travail. Elle a également créé donc le club égalité dans les territoires, donc essentiellement sur la partie Alpes-Maritimes, et qui est donc le club égalité traite des questions d'évolution des pratiques au travail. Et puis Florence Colonne qui
Elle, après avoir un parcours en communication, s'est fait une formation donc en coach consultante professionnelle et tournée vers le développement des compétences transverses en entreprise. Donc je vous laisse toutes les deux, elles sont toutes les deux en webinaire puisque l'une d'entre elles devait être ici mais elle se retrouve qu'à contact. Donc du coup, eh bien, maintenant nous avons tous pris l'habitude finalement, toutes et tous pris l'habitude de faire un webinaire. Donc elles sont toutes les deux, en tout cas toutes oui. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, elles vont les suivre, elles vont donc y répondre. Il n'y a pas de questions taboues. Vraiment, et il n'y a pas de questions bêtes, c'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé de l'organisation, si vous avez 2, 3 enfants, comment est-ce que l'on fait pour s'organiser? Vous pouvez poser ces questions, c'est pas une question qui est ridicule, hein, donc surtout n'hésitez pas, et puis bien évidemment de poser toutes les questions qui peuvent être personnelles pour vous sur les difficultés que vous pouvez avoir à oser. Hein, l'envie, elle existe. Hein. Tout à l'heure, vous trois, vous avez parlé de l'envie, de donner du sens. Tout ça, ça existe, mais après, il faut oser. Donc, comment est-ce que l'on fait? Et là, donc, Florence et Anne-Gaëlle, elles sont là pour ça. Donc, Florence et Anne-Gaëlle, vous êtes là toutes les deux? Oui, bonjour. Voilà, je vous laisse la parole. À vous, vous avez 45 minutes à peu près. Voilà, et quand ce sera l'heure, je reprendrai la main arbitrairement. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Florence. Je suis très contente d'être avec vous pour utiliser avec Anne-Gaëlle un petit peu des choses que l'on travaille au quotidien. Et du coup, vous avez le chat pour commencer à échanger sur les choses qui vous parlent dans tout ce qui a été dit là, y compris les questions qu'on peut avoir à poser, que je peux passer, sur lesquelles il n'y a pas forcément eu de réponse. Ça peut être une façon de commencer à réfléchir ensemble et essayer d'y répondre par rapport à ce que Pascal disait tout à l'heure. Comment on va faire pour répondre à toutes les questions? Je ne sais pas, Anne-Gaëlle, on essaie de proposer un espace pour commencer à répondre à tout ça. Si vous n'avez pas le temps, Super. on verra sinon tu me dis. J'en ai mis mon la caméra, je suis désolée, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir le son. Je voudrais juste dire une chose, j'ai beaucoup apprécié la première partie de la table ronde avec des donc, ils ont rajouté un petit bout le son est caché. Alors, c'est tout coupé, je coupe la caméra. Hop. Et la caméra est bien coupée. Bon, je ne sais pas si du coup. Et aussi, pareil, d'accord, un peu doucement. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Si vous m'entendez correctement, on est plus c'est souvent sur la confiance. Voilà, avec le masque. Moi, quasiment, c'est pour un chiffre de Pascal, c'est un déficit. Peut-être. Mais surtout, en fait, cette question, elle n'est posée qu'aux femmes. Et donc, je trouve que ce chiffre en tant que tel, il n'est pas forcément très intéressant si on ne pose pas cette question aussi aux hommes de la problématique de la confiance en soi. Donc voilà, moi je mettrais un gros bémol sur cette idée de confiance en soi, que les femmes auraient un déficit de confiance en soi, et je vais même plus loin en disant que chaque fois qu'on le répète, on note que vous avez répété une fois cette réponse. Voilà. C'est clair. Alors du coup, est-ce que vous pensez que la confiance en vous, là, pour les personnes qui sont présentes, c'est aujourd'hui un sujet dans votre façon de vous engager, dans les choses que vous avez envie de mettre en œuvre, que vous avez commencé à mettre en œuvre, que vous avez déjà mis en œuvre? Vous pouvez aussi, je pense,
l'ouverture des micros pour échanger de façon plus fluide. Je vois Hélène qui dit la confiance doit être plus importante pour les femmes car elles doivent souvent s'imposer dans un monde très masculin. Donc il faut que notre rapport de confiance soit plus fort que celui que les hommes ont à eux. C'est ça l'idée, Hélène? En tout cas, je pense que oui, c'est beau, moi, c'est mon vécu en tant que femme entrepreneur. C'est souvent on arrive dans des réseaux où les hommes sont très surreprésentés. Et s'imposer en tant que femme, c'est souvent quelque chose de compliqué parce que ça nous renvoie aussi à notre genre et à notre position dans la société de façon générale. Donc un regard souvent qui est posé sur nous de questionnement quant à notre présence dans ce monde masculin. C'est l'impression que j'ai eue moi. Alors, en tant que coach, je suis coach et j'aime bien être coachée aussi. Il y a sûrement un rapport à moi et à la question de ma féminité à moi. Je pense que c'était général aussi, en tant que femme. Est-ce que je peux prendre la situation, Gaëlle, c'est bon? J'ai avancé, en fait, je trouve que c'est sympa. Écoute, Hélène, moi, ce que j'entends qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, et je pense que c'est quelque chose qui est un sujet central pour tous les témoignages qu'on a entendus précédemment, c'est que finalement, il y a une énorme question de perception ici. C'est-à-dire qu'on est obligé on est soumis à une perception, on est soumis à une perception qui est autant celle qu'on a de nous-mêmes, qu'on regarde celle que le monde a sur nous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un terrain d'action possible, de la perception, pour le coup, c'est ce qui nous relie au monde. Donc, en termes de capacité à agir sur cette problématique, je dirais qu'effectivement, comme tu le dis, qu'est-ce qui fait que le regard et la perception que ces personnes avec lesquelles tu es amenée à travailler, et qui sont plutôt des hommes, t'impacte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une possibilité dans l'espace de la personne que tu es, de tout simplement y aller tranquillement, parce qu'en fait ce que tu fais, c'est valable pas moins que ce qu'on peut, sinon t'es pas là. Il y a cette idée d'arriver à effectivement sortir du miroir pour pouvoir se regarder tel qu'on est. Avec les forces qu'on a pu mettre à disposition pour arriver là où on se trouve quand on est face à ce miroir qui n'est pas très confortable. Je pense. Alors, j'ajouterais aussi par rapport à ce que Florence et ce qu'on voit dans le chat, l'effet miroir, il est aussi, c'est aussi en fait un super bâti d'être en capacité de voir dans le regard de l'autre ce qu'il ou elle pense. Parce que du coup, on est en train de stéréotypes, d'attendus sociaux. On voit bien la première info qu'on fait quand on voit arriver quelqu'un, c'est son sexe. Juste immédiatement après, c'est sa couleur. Et les stéréotypes, notre cerveau fonctionne à partir de là, en fait. C'est une machine à produire du stéréotype. C'est pas forcément grave, mais une fois qu'on le sait, ça nous permet aussi de savoir assez rapidement ce que l'autre a comme première impression. Et du coup, on peut en jouer, en fait. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Ça peut même devenir un exercice assez drôle qu'on peut intégrer dans les premiers instants du pitch, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, avec qui on est en phase, qui a l'âge aussi, qui arrive juste derrière, mais en fait, on renvoie une image, mais c'est très drôle de jouer avec cette image. On ne peut pas faire semblant de ne pas être une femme, on ne peut pas faire semblant de ne pas être blanc, noir ou arabe, on ne peut pas faire semblant d'avoir 20 ans si on a 40 et inversement, mais on peut jouer avec ça. Et on peut jouer avec toutes ces idées reçues qui vont apparaître immédiatement dans le regard de l'autre. Ça, c'est aussi des choses qui sont géniales à imaginer et pas à subir en fait. On est tous et toutes pétris de ça, les autres comme nous-mêmes. Et c'est plutôt rigolo d'en jouer en fait. Donc c'est super intéressant ce que tu dis, ça veut dire peut-être quelque part que
cette histoire de perception, ça se travaille aussi dans notre éveil, dans notre façon d'accueillir ce que l'autre perçoit, pour conditionner notre façon de réagir et de proposer, de rompre le message stéréotype qui est en train de passer dans sa tête, de le rompre en lui apportant quelque chose qu'il n'avait pas fait d'habitude. C'est un peu ça, en coaching, on appelle ça une rupture de pattern. D'arriver à finalement permettre de sortir de ce cadre stéréotypé et stéréotypal qui nous met dans une posture très désagréable. Finalement, voilà, on se trouvait à jouer ce truc-là, à faire une rupture de pattern pour apporter à l'autre quelque chose qui sort du cadre et qui fait qu'il cesse de penser stéréotype et se met à penser qu'il parle à une personne qui l'a sorti du stéréotype. Ça peut être avec de l'humour, ça peut être avec une petite phrase maligne, fine, effectivement, c'est super intéressant. Les astuces pour sortir des patterns, pour sortir de ces patterns. Et moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Gaëlle, mais ce que en tant que personne qui se retrouve face à ces situations comme vous, je trouve ça très chouette d'arriver à rencontrer un peu ces gens. Voilà, et ça marche hyper bien. Après, on a chacune nos couleurs et nos personnalités. Donc, est-ce qu'il y a des différences? Moi, On t'entend plus, je ne sais pas si tu parles. Oui, c'est normal, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a besoin de quelque chose. Oui, ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend mieux? Parfait. Juste, je complète la réponse et je rebondis aussi sur ce que dit Nadia dans le chat, en disant qu'on peut en jouer tout simplement faire une force et avoir nos particularités et nos différences sur notre valeur et notre force, bien sûr. Et du coup, ça fait le lien avec ce que je voulais ajouter. Je me lis beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travaux en psychologie sociale, en sciences cognitives et en neurosciences sur le sujet en ce moment. Et franchement, depuis déjà 3-4 ans, mais c'est très intéressant de voir ça, justement la façon dont le cerveau réagit aux stéréotypes. Et dites-vous, et vous allez voir pourquoi je fais ce lien avec ce que dit Nadia dans le chat, dites-vous qu'en fait, on ne peut pas déconstruire un stéréotype, parce que le cerveau a besoin de stéréotypes. Donc il ne faut pas chercher à les déconstruire. On fait un temps fou, et en général, dans ces relations professionnelles, sur des crédits de confiance, on n'a pas ce temps à perdre. Il faut rassurer en fait, les personnes avec lesquelles on discute. Et la meilleure façon de les rassurer, c'est, alors non pas de déconstruire ce stéréotype, mais de leur amener en fait un autre stéréotype, pas forcément un contre-stéréotype, c'est pas le sujet, un autre. Et donc du coup, on peut tout à fait justement aller chercher, alors Nadia dit les particularités et les différences, mais aussi jouer du coup sur les croyances partagées. Il y a beaucoup de choses dans le chat liées à l'âge. Effectivement, l'âge, notamment, je parle des femmes, c'est vraiment plus un homme vieillit, plus on part un bon vin. C'est rarement le cas pour une femme. Donc c'est vrai que l'âge est super problématique pour les femmes, beaucoup moins pour les hommes. Mais justement, c'est très intéressant aussi d'aller chercher des stéréotypes partagés liés à l'âge, liés au sexe, liés à la couleur de la peau, liés à plein de choses. Et donc, du coup, créer l'adhésion autour de certaines de nos particularités. Plutôt que de vouloir les faire oublier, on peut aussi justement créer un micro-collectif autour de soi en essayant de faire corps autour des personnes quadra ou quinca. Et ça permet aussi de faire jouer, alors pas forcément les différences, mais là pour le coup, les ressemblances. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas une solution miracle. L'idée de sortir de ces patterns, en fait, l'idée, c'est de dire qu'il y a plein de solutions, il faut essayer de chercher celle avec laquelle on est le mieux. En fait. L'humour de Florence, ou la différence comme valeur ajoutée. Voilà. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui me ressemble le mieux et avec quoi je vais le mieux jongler. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on avait d'autres
témoignage sur ce sujet de la confiance et du rapport qu'on a à l'autre. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle aujourd'hui qui ont fait justement des expériences comme ça en essayant de prendre en biais ou d'essayer de réagir, justement de contrer un certain nombre d'idées reçues justement sur en mettant en avant les différences, les particularités, etc. dont parle Nadège. Moi, Nelly, je veux bien témoigner. Que bon, moi, maintenant, vous voyez, j'ai des cheveux gris. Et j'utilise beaucoup ça pour justement, sous forme d'humour, mais aussi un peu de provocation. Voilà, dire, ah oui, mais moi, comme une vieille femme, voilà. J'utilise beaucoup et c'est vrai que je remarque le changement dans certaines situations, en contextualisant, je remarque beaucoup le changement de comportement des personnes face à moi. Entre quand il y a encore 3 ans, je me teignais les cheveux et j'étais brune, et maintenant que j'ai les cheveux gris. Et en fait, ça oui, j'ai réussi avec les prises de conscience, puis du travail aussi, parce que je pense que c'est aussi un travail de prendre conscience de ce qui fait différence avec l'autre, de pouvoir donc l'utiliser, mais en plus l'utiliser sans en souffrir. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, sans se sentir agressé, et parce que le transformer, mais si on en garde un peu la contrariété ou en souffrir, c'est un grand mot, mais parfois oui, ça peut faire souffrir. Ça, c'est le plus difficile, mais c'est possible. Voilà ce que je voulais témoigner. Super, Nelly. Est-ce qu'on pourrait justement nous parler de ce travail? Parce que c'est vrai que c'est aussi question de travail que vous avez fait pour construire cette nouvelle identité, j'allais dire. Oui, alors bon, c'est le travail de toute une vie perso et pro, parce que moi je suis plus spécialisée, je suis aussi des professionnels, plein de choses, et donc j'ai fait un travail déjà individuel thérapeutique il y a longtemps, pour digérer un petit peu le complexe qu'on peut avoir. Moi je suis une femme petite, j'ai toujours été petite, donc, et puis bon, moi j'ai plus de 50 ans. Donc j'ai été élevée à un moment où on ne pensait pas tellement aux stéréotypes, etc. Et on parle souvent avec ma fille qui a 30 ans, et qui elle est beaucoup plus féministe que je l'étais, et je me dis, mais tu t'arrêtes sur des trucs, c'est pas très important, et finalement je suis contente que ça soit important pour elle. Voilà, puisque je suis aussi, comme tout le monde, la proie de mon éducation et de mon environnement, et voilà. Les stéréotypes, ça ne vient pas comme ça, on n'est pas naturellement dans ces stéréotypes. Voilà, et puis après, comme j'ai fait une formation d'éducatrice, j'ai travaillé aussi sur ma personne et sur la fondation, etc. Et puis, par du coaching aussi, moi je trouve que le coaching c'est quelque chose de très efficace, et quand on fait une formation coach, on est par ailleurs coaché aussi, pour faire l'expérience. Et je trouve qu'un coaching individuel, ça permet aussi toutes ces prises de conscience dont on a besoin, moi j'en ai eu besoin, pour aussi avancer dans la relation que j'ai aux autres proches, mais aussi dans la relation que j'ai avec moi-même. Merci Nelly, c'est super. Est-ce qu'on peut, juste avant de aborder un sujet qui a été abordé tout à l'heure, que je trouve hyper important, qui est l'autocensure. Mais bon, je reviens dans un second, c'est juste pour vous dire, voilà, là aussi, je voudrais vraiment, c'est comme la confiance pour l'autocensure, il faut vraiment pondérer cette histoire, parce qu'à force de le répéter, ça finit, les gens finissent par y croire, notamment les femmes. Dans les petits trucs et astuces, dont parlait tout à l'heure Emmanuel, n'oubliez pas que il y a aussi cette idée, il y a aussi cet effet pervers du stéréotype par lequel notre perception des autres est toujours filtrée. C'est qu'en fait, ça fait perdre du temps
ça fait perdre du temps quand on commence par être bloqué dans des idées stéréotypées, parce que du coup on construit une réalité qui est biaisée, ça on peut pas y faire grand chose, mais un des trucs qui peut être sympa, c'est aussi justement de mettre les pieds dans le plat. Je rebondis sur le témoignage qui vient d'être fait, sur le fait d'être petite, d'avoir les cheveux gris, etc. Vous n'allez pas pouvoir faire croire que vous êtes grande et que vous avez 20 ans. Mais justement, ça peut être aussi une façon d'évacuer très vite le sujet en mettant, en nommant les choses, en disant vous voyez arriver une femme, c'est la première info, qui mesure 1m55 ou 1m60, qui a les cheveux gris, etc. Voilà, alors maintenant, ça c'est posé, on va revenir maintenant à ce que vous ne voyez pas et ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, ça vous permet de poser ce consensus et de l'évacuer en fait. Vous évacuez avec ce que vous dites les images des autres. Alors, c'est encore une fois, c'est un détail, c'est un petit truc astuce, mais ça marche pas mal. Florence, tu veux dire quelque chose? Après, j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit zoom sur cette histoire de l'autocensure. D'accord. Moi, je dirais que tout ce que vous dites là, c'est super intéressant. Je trouve que on est vraiment dans l'idée que être une femme, c'est ce que j'entends là. J'entends que être une femme et s'engager dans une vie dans laquelle on a du pouvoir, ça nécessite d'arriver à faire un travail sur soi. Et je ne suis pas certaine que ce soit demandé tous les jours aux hommes de la même façon. Et je trouve que c'est très souvent pour ça que les femmes, en tout cas quand on est dans un métier d'accompagnement comme celui qu'on fait, comme on est assez nombreuses à être coach, je pense que tout le monde pourra donner son avis. Mais j'ai l'impression que dans ce métier d'accompagnement, je constate que toutes les femmes que j'accompagne sont en général dans une capacité d'introspection et une capacité de percevoir le monde avec beaucoup de finesse qui vient de l'entraînement. Voilà, qui vient d'un entraînement certain, qui est là depuis longtemps, et je trouve ça intéressant de voir que ça ne marche pas tout à fait de la même façon. En tout cas, moi, quand j'accompagne les hommes, je n'ai pas forcément le même niveau de profondeur d'échange et de réflexion. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur un dernier temps ou est-ce qu'on passe au sujet suivant? J'aimerais vraiment bien aborder avec vous qui est cette histoire d'autocensure. Alors, on va bien faire de la politique, mais c'est un monde très machiste, ça me fait peur. Comment réagir? Une question. Qui est-ce qui la pose? C'est Bruno, donc je pense que Bruno s'appelle Brunette. Je pense que c'est une question qui a été confiée par une femme. Je peux peut-être juste dire un petit mot sur le sujet. Je crois que le monde de la politique, d'après les différents documents, statistiques que j'avais pu lire, ça fait peur un peu à tout le monde, les hommes et les femmes. Ça reste quand même un domaine public dans lequel votre vie est mise à mal. La différence, c'est que les hommes, ils acceptent assez volontiers de sacrifier une partie de leur espace personnel, alors que nous, pas forcément. C'est moins fluide. Ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas tout à fait le même rapport, assez rapidement, très jeune, avec l'idée de la politique, l'idée qu'on se fait de la politique, l'idée de l'engagement de la politique. Et donc il y a cette idée que le monde politique c'est énergivore, ça vous met en avant, ça désécurise entre cellules familiales, ça vous demande de sortir de votre espace familial dans le temps, je veux dire, de consacrer moins de temps à votre famille. Ça, ce sont toutes les idées qu'on a sur les notions de poste de pouvoir. Le pouvoir, ça nécessite de consacrer beaucoup de temps. Et en fait, sur quoi on rogne? On rogne sur la vie privée. Pour qui c'est plus facile? On sait tous ancestralement, dans notre société patriarcale, c'est pour les hommes, c'est plus facile de rogner sur la vie privée. Et donc il y a ce truc du pouvoir qui est qu'on en a peur tous. Eux, ils ont plus de facilité à mettre de côté la peur. Nous, on a plus de difficulté à mettre de côté notre responsabilité. C'est d'ailleurs
judiciaire, c'est parce que justement le rapport entre les avantages et ce qu'on met en jeu, finalement, il est plutôt déficitaire quand on a une vie. Vous allez voir en général, les avantages, ils sont moins évidents que quand vous n'avez pas les responsabilités du pouvoir, parce que vous preniez beaucoup sur votre vie personnelle. Alors, c'est intéressant parce que ce que je voulais mettre en avant, je vais vous arriver, ce que je voulais mettre en avant, c'est surtout qu'on constate que dans les espaces où les femmes vont et s'engagent, en acceptant que cette dette crédit, que cet avantage soit pas à leur avantage, c'est là où elles voient du sens pour elles, pour les gens avec lesquels elles font les choses, avec les gens avec lesquels elles font. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, cette capacité à mettre du sens, elle ne soit pas, en fait, qu'elle soit à notre service aussi dans la vie politique. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est super fort pour arriver à nous engager dans des associations, dans des espaces dans lesquels notre conviction puissante nous permet de faire des choses, d'organiser notre vie privée, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, etc. C'est très bien, transposons ça aux espaces de pouvoir, parce qu'on peut le faire en fait, parce qu'on peut le faire dans le monde associatif. Et on peut clairement devenir finalement des personnes qui allons tirer autant d'avantages que sortir parce qu'on va apporter du sens. Voilà. Donc, cette idée-là de le pouvoir n'est pas détenu par les hommes pour toujours, parce qu'on a l'espace, on sait déjà le faire dans plein de domaines bancaires. Voilà. Et donc, si on pouvait transformer nos immenses capacités, nos immenses compétences de sens, à créer du sens, à vivre et à travailler pour le sens dans les espaces de pouvoir, je pense que ça pourrait être hyper efficace. Voilà. Et j'ajouterais aussi que n'oubliez pas non plus de garder à l'esprit que la plupart des hommes ne veulent pas non plus faire des politiques pour les mêmes raisons que nous. Après, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir comment sont formatés les jeunes qui rentrent dans les grandes écoles et comment les quotas, on travaille sur ces sujets-là. Et effectivement, la façon d'aborder ces grandes écoles qui amènent à des chemins politiques dans les générations d'aujourd'hui, par exemple, nos enfants, par exemple, n'est pas la même chez les garçons et chez les filles. Et ça tient beaucoup d'après ce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est intéressant d'avoir votre avis à vous, mesdames, en tant que mère ou grand-mère ou tante, ce que vous voulez. Moi, j'ai quand même le sentiment qui est très lié à la façon dont on leur propose de se projeter dans l'avenir. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont envie d'intégrer les grandes écoles qui amènent à des chemins politiques. Je parle de politique politique, je ne parle pas forcément de la politique dans les entreprises. Donc voilà. Il y a vraiment une nouvelle façon maintenant de proposer, de participer à ce monde-là chez les jeunes filles. J'ai l'impression qu'on leur propose quelque chose d'autre. Nous, hommes et femmes. Alors, le temps que vous réagissiez dans le chat, je prends juste le commentaire, alors j'ai l'expérience sous les yeux. Qui est-ce qui avait dit les femmes doivent cocher toutes les cases. C'était où ça? Les femmes doivent cocher toutes les cases de l'entrée, contrairement aux hommes. Merci, c'est pour ça. Du coup, merci beaucoup parce que ça va aussi me faire un lien sur cette mécanique d'autocensure que je conteste largement. Alors, c'est génial que vous ayez écrit ça et merci beaucoup parce que c'est un phénomène, là aussi, qu'on voit énormément qui est une réalité. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est rarement les autres qui obligent les femmes à cocher toutes les cases. C'est les femmes elles-mêmes qui s'obligent à cocher toutes les cases. Et là, je suis désolée, je vais faire ma bouche du gauche, mais on le retrouve aussi beaucoup en entreprise, sur les promotions et notamment la façon dont on grimpe en interne et dont on dépasse le patron même. En tout cas, quand on ne se heurte pas au patron même. Quand on regarde la façon dont les femmes et les hommes s'évaluent, s'auto-évaluent, et ben on s'aperçoit que les femmes sont beaucoup plus sévères sur leurs compétences et sur leur niveau général que ne le sont les hommes. Ce qui est complètement faux, parce que en réalité, et là je suis désolée, c'est mon côté un peu rouge du gauche, mais j'y tiens,
c'est pas ça la règle, c'est pas ça les codes. Les codes, c'est pas de montrer qu'on est parfaite ou qu'on coche toutes les cases. Les codes, c'est de rassurer la personne qu'on a en face de soi pour lui donner confiance. Et c'est pas un exercice de sincérité ou voilà, l'idée c'est pas de se dire moi je dois à ma sincérité de vous dire que je maîtrise pas parfaitement ça. C'est pas ça le principe. Le principe c'est tout le contraire. Le principe c'est de mettre en avant justement ses points forts. Personne ne vous demande de mettre en avant vos points faibles. On en a tous et toutes des points faibles. Mais en réalité c'est pas ça le sujet de l'exercice. Le sujet de l'exercice c'est de donner aux gens envie de vous faire confiance. Et pour faire ça, il faut rassurer les personnes et mettre en avant tous nos points forts, toutes nos compétences, toutes nos capacités. Et c'est tout. Et j'insiste sur le fait, et c'est tout. C'est pas un exercice de transparence et de sincérité, c'est pas du tout ça. Et là, la plupart des femmes se trompent en pensant ça. Parce que les hommes ne jouent pas ce jeu-là et on est forcément jugé, jaugé dans un ensemble dont font partie les hommes évidemment. Mais finalement, c'est peut-être eux qui savent mieux lire la règle du jeu que la plupart des femmes qui font cet exercice de sincérité absolue. C'est pas le sujet. Voilà. Donc quand on parle d'autocensure, quand on parle de tous ces mécanismes, gardons aussi en tête que la façon, l'endroit où on pose la barre à franchir, c'est peut-être pas la même. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on a nous-mêmes en main, parce que personne ne pose la barre à notre place. C'est souvent nous qui posons cette barre-là, et c'est pas forcément l'endroit où elle est censée se poser. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, garder en tête que l'enjeu, c'est rassurer la personne qui est en face de vous, ou les personnes. Et en les rassurant, vous serez toujours très très bien en parlant de vos points forts et de ce que vous faites très bien. Du coup, merci beaucoup, je pense d'avoir mis ce commentaire dans le chat. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ça? Alors, je peux prendre la parole? Bien sûr, Marie-Thérèse. Donc là, je suis présente au titre de l'ADMR en tant que présidente de l'ADMR du Vaucluse. Mais là, j'ai souhaité rebondir parce que je suis également élue de ma commune, 4000 habitants, depuis, c'est mon 5e mandat. Et donc, je voulais rebondir parce que je n'avais pas prévu d'intervenir au titre d'élu, mais c'est un peu ce qui me fait réagir le plus là maintenant. J'ai été élue avant les quotas pour les femmes, dans une commune où je pense que les élus n'avaient même pas envisagé qu'une femme pouvait être élue. J'exagère, mais pas beaucoup. Il y avait deux, trois femmes élues plutôt âgées, à la retraite, et qui ne militaient pas dans ce sens-là. Elles étaient pour une directrice de l'école, pour l'autre l'épouse d'un gros artisan, voilà. Et moi je suis arrivée dans ce monde où, un peu par hasard, mais surtout je pense par mon expertise. Je suis assistante sociale en psychiatrie et c'est un peu là-dessus, sur le côté social, que je suis rentrée donc dans cette équipe. Je suis arrivée vraiment dans un monde d'hommes. Il n'y avait pas d'hostilité, mais il y avait simplement un monde vraiment de certitude inébranlable. Et si j'intervenais dans une proposition qui n'avait même pas été envisagée, mais il n'y avait que de l'étonnement. Parce qu'il n'y avait pas de questionnement, est-ce qu'il y a la place pour les femmes? C'était même pas ça, c'était l'absence de réflexion à ce sujet. Et pourtant, je ne parle pas du Moyen-Âge, mais vraiment j'ai senti que, la question ne s'était jamais posée, est-ce qu'une femme pouvait apporter quelque chose d'autre? Ça ne s'était jamais posé. Bon, je passe un peu vite, mais donc j'ai été quand même très vite amenée à trouver des alliés, puisque je voyais bien que femme, jeune, 30 ans, on n'accordait pas trop de place, même pas trop. Alors j'ai trouvé des alliés pour faire passer des projets. Puis les quotas sont arrivés. Il est arrivé, donc c'est pas quelque chose que je portais vraiment, parce qu'il me semblait que si on voulait être élu, on pouvait l'être.
Mais vraiment, quand les femmes, nous avons été 50% de femmes dans ce conseil municipal, je le dis haut et fort, ça a tout changé. Ça a tout changé. Voilà, les femmes sont arrivées avec ce qu'elles étaient, pas forcément militantes ou féministes, on n'était pas là-dedans, mais ça a tout changé, parce qu'on partait peut-être de loin. Et puis, dans la communauté de communes où je suis également élue, plusieurs femmes ont été élues maires de communes autour. Et là aussi, je peux le dire, ça a tout changé. Je pense qu'il faut vraiment avoir le courage de se le dire, ça a tout changé. Elles font des choses plus ou moins bien, c'est pas ça, mais ça change. Au bureau de la communauté de communes, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Et ça amène une autre façon d'envisager les choses. Et puis je voulais dire également que peut-être, ça revient à ce qui a été un petit peu dit, moi je n'ai pas été élue, je pense pas, dans mon idée, c'était pas pour faire de la politique, et encore aujourd'hui, les chansons dans ces mandat, je ne m'inscris pas dans un parcours politique, je n'ai pas l'impression de faire de la politique, mais j'ai surtout l'impression d'apporter, c'est un engagement qui pour moi a un sens autre. J'apporte une expertise, ce que je sais faire par ailleurs. Par exemple, je suis aussi administrateur et j'étais vice-présidente de la CAF du Vaucluse. Je me suis servie de ce mandat-là pour apporter, par exemple, un jardin d'enfants dans ma commune, à un moment où tout le monde m'a dit, mais on est dans une commune plutôt rurale, tout le monde a un jardin, est-ce que tu veux mettre en place un jardin d'enfants? On est passé avec des réflexions comme ça, la commune est passée à côté de financements énormes qui auraient pris en charge à 70% cet espace, et puis ça n'a pas été fait à ce moment-là, puisque malgré mes alliés de l'époque, c'était mon premier mandat, je n'avais pas réussi. Mais je pense que ce que je veux dire, c'est que mon engagement, il apporte là j'apporte, alors l'expertise, c'est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, je transpose ce qui me nourrit ailleurs, je le transpose dans mon engagement politique. Et aujourd'hui, avec l'expérience aussi, mais je vois bien pour les jeunes élus qui nous ont rejoints là lors du dernier mandat, les jeunes femmes, les trentenaires, les jeunes mamans, etc. Elles arrivent dans un contexte qui est vraiment, je ne dis pas que c'est idéal, mais on ne se pose plus la question de, quand elle donne son idée, on ne se pose pas la question, il n'y a pas un a priori, et on va la laisser parler, alors que dans les assemblées, moi j'ai connu quand même des assemblées où je voyais bien que les femmes qui prenaient la parole étaient beaucoup plus souvent interrompues qu'un homme, et c'est pas des stéréotypes, je l'ai vécu pendant plusieurs années. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on arrive que faire de la politique, alors oui, il y a des femmes qui sont très engagées en politique, dans des partis, etc. Mais ça peut être aussi apporter, tout à l'heure, apporter ce qu'on est au service finalement de nos communes. Et peut-être vous demander si vous pouvez m'engager en politique, mais ça peut être aussi cette façon-là de faire de la politique à un niveau donc communal. Et après, dans d'autres instances, c'est un autre niveau. Bon, j'ai peut-être un peu long, excusez-moi. C'est super comme témoignage. Je pense que c'est effectivement là aussi, c'est vraiment l'esprit de cette matinée est génial pour l'engagement. Parce que je pense que là, ce que tout le monde illustre, c'est qu'on est en train de changer des époques, je pense. Pour plein de choses. Changer d'époque aussi, justement, sur pourquoi est-ce qu'on s'engage. Et là, je parle vraiment de ça au-delà du sexe, en fait. Là, la thématique, c'est l'engagement des femmes. Mais ce que Marie-Thérèse vient de dire, c'est aussi que, du coup, ça rembarque tout le monde dans une nouvelle vision. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est super pour beaucoup de femmes qui ont annoncé plein de choses. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont se retrouver là-dedans et qui ne sont pas forcément à l'aise dans ces codes, j'allais dire, anciens. Et c'est vraiment génial si on arrive justement à faire une aventure commune qui dépasse cette approche par le sexe. Et je vous partage une petite anecdote, là sur ce que disait Marie-Thérèse, même quand on est encore dans des milieux un peu hostiles, on va dire, à l'ancienne,
Il y a plein, maintenant on maîtrise beaucoup, il y a plein de petits trucs à faire pour essayer de contrer cette organisation où on coupe la parole, où on écoute moins la parole des femmes, ou des hommes les plus timides d'ailleurs, qui sont associés à ce corps mou, les femmes, les hommes timides, etc. Et là, ça fait écho notamment à plein de stratégies qui avaient été mises au point dans l'administration Obama, avec des femmes et des hommes justement qui, pour se faire entendre, avaient construit des stratégies, alors des stratégies d'amplification, il y a plein de trucs, mais en fait, on maîtrise bien maintenant ces mécanismes et on sait les contrer. Donc en plus, on peut s'outiller. Voilà. Super, merci beaucoup. J'avais dit que je reprendrais la parole de manière arbitraire. J'ai essayé d'être le moins coupé possible. Merci en tous les cas à Florence et à Anne-Gaëlle pour vos interventions, vos éclairages. J'espère que, en tous les cas, un maximum de personnes en aura tiré des intérêts personnels, au-delà de l'intérêt de toute façon de ce que vous avez pu dire, mais que chacune ait pu finalement puisse se projeter par rapport à ce que vous avez dit et donc pouvoir se dire oui, effectivement, je peux. Merci pour toutes vos questions. Pour vos témoignages aussi également. Effectivement, Marie-Thérèse, un témoignage très intéressant sur la question de la prise de parole, enfin déjà du fait qu'on ne se posait pas forcément la question que les femmes pouvaient prendre certaines places, d'où la difficulté d'ailleurs de pouvoir les prendre après derrière, et puis le fait effectivement aussi qu'elles aient moins la parole, et quand elles ont la parole, elles sont plus facilement coupées. Tout ça, c'est effectivement des études qui existent et où on se rend bien compte qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire. En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre participation ce matin, donc à notre premier webinaire. On est vraiment ravis. J'espère que ça vous aura apporté un certain nombre d'éléments pour pouvoir vous faire avancer dans vos engagements personnels. Et si je reprends que quelques termes, je pense qu'il y en a un qui est fondamental, qui est donner du sens à ce que l'on fait, avoir l'envie et oser le faire. Voilà. Quand on a des envies, il faut que l'on puisse oser et pas que l'on s'arrête aux freins qui sont soit réels, soit supposés, puisque, encore une fois, on a beaucoup d'injonctions depuis qu'on est enfant, et effectivement, parfois, c'est compliqué de pouvoir dépasser tout ça. Nous regarderons s'il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Si c'est le cas, donc comme je vous disais tout à l'heure, nous verrons avec la commission quels moyens. Est-ce qu'on refait un petit coaching webinaire? Est-ce que, d'ailleurs, vous pouvez toujours sur le chat nous dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de refaire un petit coaching via un webinaire, ou si on répond aux questions directement sur le site de la CRES, donc à la rubrique de la commission égalité femmes-hommes de la CRES. Vous redire encore que et le diaporama, mais surtout donc les références documentaires, vous les trouverez donc sur le site de la CRES à l'onglet donc de la commission égalité femmes-hommes. Voilà, je remercie de nouveau la technique parce que pour pouvoir réaliser ce webinaire, il y a nous qui sommes là, mais surtout il y a la technique, et sans la technique, nous n'aurions pas pu faire cela. Et le faire dans de si bonnes conditions, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là, et ça c'est vraiment très très précieux. Donc vraiment merci à vous. Je remercie la Chambre. Nous sommes dans les locaux de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire à Marseille. Donc voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée, et puis surtout osez avancer et osez aller au bout de vos rêves et de vos envies. Très bonne journée. Merci. Au revoir mesdames. Au revoir messieurs. Au revoir à toutes et à tous.